Comment, toi, de ton côté, tu as su t'entourer? Parce que je sais que tu viens pas d'une famille spécifiquement dans les affaires. Enfin, ton père était commercial. Oui, mon père était membre du COMEX de GDF Voilà. Suez et en fait, ça a été un très bon exemple parce que je l'ai toujours vu avoir une très très belle situation, mais se faire totalement exploiter par l'un des leaders européens et mondiaux de l'énergie qui est devenu Engie. Donc en fait, il avait un gros salaire, mais ce gros salaire, paradoxalement et en comparaison de ce qu'il faisait gagner à la boîte, c'était ridicule et surtout avec les heures qui étaient de l'esclavagisme moderne, avec les heures qu'il faisait. Et tout ça pour en fin de carrière lui dire grassement, voici des stock options. Donc beaucoup de stock options, certes, mais c'est-à-dire que 95% de la valeur qu'il a créée, en fait, c'est pas lui qui l'a accaparé, c'est la boîte. C'est un choix, je critique pas, et il y a des gens qui sont faits pour ça et qui peuvent pas faire autrement. Moi, je voulais tout l'inverse. Tu l'as compris quand? Très tôt, je l'ai compris en fait parce que j'ai toujours vu mon père travailler. J'ai manqué de rien financièrement, mais je voyais tout le temps travailler comme un taré et passer son temps à bosser. Donc, et à partir de là, c'est pas quelque chose qui t'a donné envie en fait? non, pas du tout. Okay. Pas du tout. C'est pour ça que je dis que je préfère que l'argent travaille à mon service plutôt que l'inverse. Ok. Ouais, donc ça a été finalement, c'est ça qui quelque part t'a donné une motivation supplémentaire dès le début, quoi. C'est du chaos que naissent les opportunités. Je pense que dans la vie, on est toujours confronté à beaucoup de choses, du très positif et vraiment du négatif. Et même dans le négatif, il y a toujours du positif. Alors c'est très compliqué parce que quand on dit ça, ça fait une belle phrase et tout. Et quand on est dans le dur, c'est très compliqué à prendre le recul. Mais je crois véritablement en ça pour le sens même que ça représente. Quoi que ce soit dans la vie qu'on vive, à un moment donné, on peut en tirer. Mais on peut en tirer du positif. On peut en apprendre des leçons. C'est quand tu vois le déroulé de la vie et que tu vois qu'à un moment donné, tu as un succès. Le succès, il émane d'un échec d'avant ou d'une épreuve d'avant. Il faut faire attention au succès. Pourquoi tu l'as vécu moi, je suis très réservé sur le succès. Je m'explique, parce que je peux te citer plein d'exemples. Tu peux tout perdre. Et le succès, en fait, c'est éphémère. Oui. C'est-à-dire, je peux te prendre un projet sur lequel tu as connu le succès et que X temps après, ce succès-là, en fait, il s'est échappé. J'ai l'exemple d'un ami associé dans le cadre de l'immobilier. Il y a 1 an, il reçoit une très grosse proposition pour faire acheter son groupe. Il dit non parce qu'il veut un peu plus. Aujourd'hui, il regrette amèrement parce que non seulement il a dit non, donc c'était du virtuel, donc son succès était virtuel. Oui. Comme on dit, c'est pas vendu, pas perdu. Mais pas vendu, pas gagné non plus. Donc, il n'a pas su valider cette création de valeur. Parce qu'il voulait un peu plus. Parce qu'il voulait un peu plus, et aujourd'hui, il a tout perdu. Voilà. Donc, pour moi, je mets beaucoup de réserve sur le terme succès, et je pense que dans tout projet, il faut à un moment donné savoir cash out. C'est-à-dire, peut-être pas totalement, mais de se dire, voilà, j'ai travaillé, j'ai réussi, j'ai créé de la valeur, je récupère déjà une partie de cette valeur-là. Pour 2 raisons. Première raison, parce que ça permet au moins de moins être exposé à la violence du succès. Parce que le succès peut et est éphémère par essence. Après, là, on dit qu'il arrive du jour au lendemain, entre guillemets, alors que pas du tout. C'est-à-dire que c'est... Non, ça arrive jamais du jour au lendemain. C'est des séquences. Et le deuxième point qui me semble très important par rapport au succès, donc le premier point, c'est de toujours cash out. Et pourquoi c'est important de cash out? Parce qu'au moins, tu comprends pourquoi tu fais ça. C'est que ce cash out, c'est là où, pour moi, il faut aller dans des valeurs refuges. Tu achètes des immobiliers, tu pars en vacances, tu te fais plaisir, quels que soient les plaisirs, mais au moins, tu sais pourquoi tu travailles. Oui. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que de rentrer dans l'engrenage du travail où tu veux toujours plus. Sans récompense. Toujours plus n'existe pas, oui. Parce qu'il y aura toujours plus. Oui. Et donc, tu n'arriveras jamais à ton but. Tandis que si ton but, c'est de dire, grâce à mon travail, voilà ce que je veux m'offrir, ou ce que je veux permettre de sécuriser ma famille, là, tu as un but qui est concret, qui est pragmatique, qui est identifié, qui est, si c'est une maison, cette maison, elle a un prix. Si c'est un voyage, ce voyage, il a un prix. Ça se calcule. Si c'est financer les études des enfants, parce que tu veux qu'ils fassent des grandes universités, ça a un prix. Donc ça, tu peux le calculer. Par contre, de dire, je veux réussir, ça ne veut rien dire. Oui, c'est une aberration. Moi, quand je vois des gens, parce que je continue à faire un peu de coaching et de conseil juste à titre personnel, parce que ça, j'aime. Family office un peu, c'est ça qui te... Non, family office, non, parce qu'aujourd'hui, je gère mon propre patrimoine, mais à travers mes sociétés, parce que j'investis d'abord dans mes sociétés sur fonds propres,
je teste avec mon argent et ensuite, si je vois que ça a fait ses preuves, c'est là où je lève des fonds pour scaler. Mais surtout, ce que je vois, c'est que, quand je dis souvent, c'est une personne qui dit « moi, je veux réussir ». Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, je veux réussir. C'est réussir quoi? Réussir financièrement, réussir sa vie, réussir sa vie de famille, réussir son couple. Et c'est quoi? Il faut le quantifier en fait. C'est de dire qu'est-ce que je veux obtenir plutôt que réussir. Concrètement, à quoi je veux que ça me serve? À être plus libre financièrement pour pouvoir passer plus de temps avec ma famille ou à des hobbies. Qu'est-ce que je vais vouloir que ça me permette d'acheter, d'avoir comme train de vie? Et l'entrepreneur est quelque chose de très violent, très brutal, où il y a des retournements qui sont très forts. Donc ça nécessite absolument, selon moi, de sécuriser ses arrières pour avoir vraiment les pieds sur terre, pour continuer à avoir la tête dans les étoiles. Mais il faut avoir les pieds sur terre. Et plus tu gères dessous, plus tu as des problèmes dessous, quelque part. Enfin, plus la chute peut être dure. Oui, bien sûr. Comme je dis souvent, c'est vrai qu'au début, quand tu vivotes un peu, limite, tu prends pas de risque. Oui, c'est sûr. C'est toujours plus compliqué, comme je dis souvent, c'est plus compliqué de gérer la croissance que de gérer la crise. Oui. Parce que gérer la crise, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il faut réduire la voilure, il faut tailler. Enfin, voilà. Par contre, gérer la croissance, là, on arrive dans un champ de compétences où ça peut vite faire vriller, ça peut vite faire tourner la tête. Et si on n'est pas vraiment posé à titre personnel et qu'on ne laisse pas le financier, mais pas que, parce que, encore une fois, il faut regarder le problème avec ses différents aspects. Oui, parce que si c'était que le financier, je fais une levée de fonds, je lève de l'argent, c'est terminé alors. J'ai réussi, j'ai levé l'argent. Non, moi je pensais plus gestion financière. Ah oui, d'accord, alors tu as tout à fait raison. Sans émotionnel, c'est-à-dire concrètement pour l'intérêt du projet. Entièrement d'accord. Quelle personne je prends? Parce que, par exemple, quand tu